Un condor à la mer. Ça démarre pas trop mal cette troisième saison, je trouve, même si j'aurais déjà un petit truc à redire au niveau du générique. Qui, comme le générique de la saison 2, reprenait donc le générique de départ très bien connu des Mystérieuses Cités d'Or, mais en faisant une espèce de remix. Et le remix de la saison 2 m'a vraiment pas dérangé du tout, j'ai trouvé qu'il passait tout à fait correctement. Par contre, j'ai un peu de mal avec celui de la saison 3, si ce n'est déjà le léger manque de créativité et de nouveauté dans le générique de base. C'est-à-dire que oui, on retire juste vaguement le dragon qu'il y avait dans le générique de la saison 2 et après c'est plus ou moins la même chose. Et c'est pas plus mal d'avoir fait ça, hein, parce que c'est vrai que ce dragon représentait un gros morceau de la saison 2. Maintenant, il représente plus rien. Hein. Il représentait déjà rien, ce dragon. Enfin bon, en dehors de ça, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché au chanteur. Et ils ont essayé de donner un aspect un peu oriental à la voix. Et je trouve que ça rend pas très bien avec cet air-là, personnellement. Mais c'est un avis personnel, c'est pour ça que je vais pas m'étendre trop là-dessus. Enfin bref, notre histoire commence donc peu après là où la saison 2 s'est arrêtée, avec nos héros qui sont en direction du Japon. Et pendant ce temps-là, on voit Ambrosius slash Zares qui s'organise, avec une secte. Apparemment, il a plusieurs disciples qui portent les mêmes vêtements que lui. Ça fait directement poser des questions, vous voyez. Est-ce que ça veut dire que Athanaos était au courant de ce que faisait Zarès et il a pris exprès la tenue que portent ses disciples à Zarès, histoire de je sais pas trop quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il savait que c'était Ambrosius à la base? Et s'il le savait, normalement, je vois pas pourquoi il laisserait son fils traîner avec Ambrosius comme ça, et surtout pourquoi il aurait pas prévenu Mendoza. Donc ouais, je pense que ça m'étonnerait beaucoup qu'il savait qui était Ambrosius en détail avant, mais c'est très bizarre pour moi, quoi, cette espèce de tenue. C'est de la tenue obligatoire à porter quand on veut cacher son identité. Faut avoir ces espèces de capuches rouges précises. C'est un détail, c'est pas grand-chose. Et donc il a plusieurs disciples. Et un truc que j'ai trouvé plutôt intelligent, c'était le fait qu'il transvase son otage de sa nef au vaisseau Olmec qu'il a piqué. Et donc il sera gardé par ses disciples. Et non, il va pas le garder sous la main comme ça, à un endroit où il y aurait moyen qu'on le retrouve par accident facilement si on était Esteban et compagnie. Donc c'est plutôt intelligent d'avoir pensé à ça. Et donc, on passe à nos héros qui arrivent au Japon et qui, comme au début de la saison 2, sont aiguillés vers un endroit précis du coin, sachant que faut quand même savoir que le Japon, tout comme la Chine, ce sont des pays relativement vastes. Hein. C'est pas, y a pas une grande zone et puis après tu te rends n'importe où en l'espace de quelques minutes. Hein. C'est super vaste. Mais bon, ils sont arrivés près de côtes du Japon et en l'espace de quelques minutes, ils tombent sur l'endroit où il fallait aller. S'ils étaient arrivés dans l'autre direction, sur une côte totalement différente, il aurait fallu plus de temps pour que ça les aiguille là. Mais c'est le petit détail, c'est pas grand chose hein, qu'on accepte quand même, mais dès lors qu'on y réfléchit, on dit ouais, c'est un peu facile quand même, un petit peu facile. Donc ça les aiguille vers une forêt du coin où il se cacherait donc le premier indice à trouver et il décide de se poser un peu plus loin sur une falaise. Durant cette période-là, il y a Esteban et Zia qui décident de confier à Tao le grand secret que leur ont dit les sages Mu et Atlante. Et ouais, alors on essaye de faire une espèce de petit suspense pourri autour de ça. C'est-à-dire qu'au début, ils essayent de lui dire, mais ils sont stoppés par Sancho et Pedro qui font les débiles. Puis après, un petit accident qui va se produire, etc. Et donc, ils seront un peu obligés de suivre le mouvement sans pouvoir leur dire. Et c'est à la fin qu'ils se diront, bon, on va quand même te dire ça, maintenant qu'on est un peu au calme. Ok, un suspense, vous avez fait du suspense, c'est quoi cette grande révélation? Eh ben, c'est en fait que Zia serait elle aussi une descendante du peuple Mu. Je suis sûr que dans la tête de certains, ça doit être une révélation extraordinaire. Ok.
C'est comme quand on révèle qu'Esteban est un descendant du peuple Atlante, je veux dire, ouais, ça change quoi en fait sur le principe? Pour moi, je vois pas. Mais bien entendu, maintenant ils ont un lien de sang avec les peuples anciens, mais en dehors de ça, oui, ça change absolument rien à la dynamique globale ou quoi que ce soit. Et ça veut donc dire aussi que leurs ancêtres, à eux, c'est-à-dire le père de Zia et compagnie, étaient les descendants du peuple Mu. Et, et ouais, donc il n'y a eu aucun moment donné des divergences, à aucun moment donné il y a eu d'autres familles qui se sont créées par rapport à ça, à aucun moment donné un descendant du peuple de Mu dans la lignée de Zia a eu plusieurs enfants et donc elle ne devrait pas avoir des cousins qui eux aussi seraient de descendance Mu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait signification forcée qui n'a pas vraiment beaucoup de poids pour moi. Je dis, et vu ce que ça représente, je vois pas l'intérêt d'en avoir fait une espèce de putain de mystère à l'épisode 24 de la saison précédente. Surtout pour le révéler comme ça. Enfin bon, hein, s'il y a bien quelqu'un à qui ça fait super plaisir, c'est Tao, parce que, oh mon dieu, quelqu'un de mon peuple, on va pouvoir, on va pouvoir être chauvin ensemble, allez. C'est un peu comme ça qu'il réagit, hein. Il n'a pas changé le Tao de la saison 2, hein. Enfin bon, il se passe pas mal de choses quand même entre temps, c'est-à-dire que d'une part, il y a un petit éboulement qui survient très malencontreusement et qui fait que le grand Condor se retrouve submergé sous la mer. Bon, pas très profond, hein, donc il y a moyen de le récupérer. Il y a d'ailleurs Esteban qui se dit « Ah, allez, je vais plonger du haut de cette falaise de 30 mètres pour le récupérer. » Ouais, calme-toi Esteban, calme-toi. Il y a une plage plus bas, on descend à cette plage et tu pourras aller plonger. Non, 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 il dit « Non, non, il faut que je plonge, il faut que je plonge. » Ce petit moment-là, on se dit « Ouais, réfléchis un petit peu, hein, quand même, quand même. » Et de toute façon, ça change pas grand-chose puisqu'ils sont repérés par deux pêcheurs qui passaient par là, qui sont les jeunes enfants de cet arc, parce qu'il y a toujours des jeunes enfants de l'âge de Tao, Esteban et Zia dans chaque putain d'arc. Donc ils repêchent notre groupe pour les emmener à leur ville ou village, je sais pas trop. Mais le problème, c'est que on n'aime pas trop les étrangers dans le coin. Hein. Le Japon reste une terre un peu inconnue et apparemment, d'après ce que dit Mendoza, à cette époque, il n'y a que les Portugais qui se sont rendus dans ce pays réellement. C'est pas aussi accueillant que la Chine. Hein. C'est déjà bien. C'est un point que j'apprécie, c'est que ils partent pas sur le côté tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. C'est clairement pas le cas. Et c'est cool de repartir sur quelque chose de plus gris en termes de morale à ce niveau-là. Et donc, oui, il y a les deux enfants qui disent ouais, il faut qu'on les livre parce que c'est la loi, tout ça, tout ça. Et Mendoza qui se rend compte que ça sent un petit peu la merde, se dit ok, on va essayer de la jouer fine. Je vais me faire passer pour un émissaire du roi Charles Quint d'Espagne, histoire de pas me faire bêtement enfermer. Et son plan semble marcher. Hein. Au début, on voit que les soldats du coin sont super butés. T'as beau dire que t'es un émissaire d'Espagne, tu l'as quand même dans le cul, on va t'arrêter quand même. Mais il y a un navire portugais du coin qui apparemment marche comme une espèce de consulat portugais, donc tu t'y rends, tu demandes asile et si on t'accepte c'est bon, il n'y a pas de problème. Seulement voilà, leur plan semble bien marcher et ils semblent tirer l'affaire, mais Gaspard est là. Et alors ça m'a bien surpris, je vous cache pas. Gaspard qui est avec les Portugais, donc qui reconnaît Mendoza et qui vient directement confirmer que c'est pas vraiment un émissaire, c'est plus un traître qu'autre chose ce type. Et donc ça se passe assez mal pour lui parce que il finit par être arrêté, lui avec les deux autres pecnos, pour être amené auprès du seigneur Shimazu. Hein, le mec qui dirige toute une poignée de fer dans le coin. Donc ça va être le grand méchant du moment. Pour l'instant, on n'a pas eu de rire sardonique. Je croise les doigts. Alors pendant ce temps-là, Esteban, Tao et Zia ont réussi à se cacher, au passage. Et donc on a une petite conversation entre Mendoza, nos deux pecnos et Gaspard qui leur racontent pas grand-chose en fait. Juste que maintenant, ils travaillent pour les Portugais pour les aider à manier des armes à feu. Enfin, je pense, hein, ils parlent d'un objet, j'imagine que c'est une arme à feu. Et ouais, j'espère que vous en donnerez un peu plus que ça comme explication. Parce que bon, ça va être un personnage récurrent apparemment, en tout cas pendant un petit moment.
Et d'une part, j'aurais pas mal de choses à redire sur Gaspard. Déjà, le fait qu'il a une voix plus cool qu'avant, ce qui est pas forcément un compliment de ma part. Je me suis tellement habitué à sa voix un peu plus brute de décoffrage que cette voix plus... un petit peu moins brute de décoffrage justement, donc ça fait un peu bizarre. Et ouais, j'espère qu'on va donner plus d'explications que ça, hein, que pas juste que oh, il a été embauché par les Portugais pour leur apprendre à manier les armes, qu'il va y avoir un petit historique. Je ne demande pas quelque chose de super détaillé, hein, un petit historique de comment il a pu se retrouver, vous savez, en fuite pour piquer des fragments d'or dans la dernière cité à capitaine de la flotte portugaise carrément. Donc j'espère qu'on va voir un petit truc à ça, ne serait-ce que... Alors, il n'est pas montré, mais est-ce que Gomez est là ou pas? Parce que oui, un des points qui rendait Gaspard intéressant, c'était sa relation avec Gomez. Et s'il n'y a pas ça, je sais pas, on verra bien, ça lui enlèvera un petit peu d'intérêt, je trouve. Mais ouais, c'est que le premier épisode, peut-être qu'il va apparaître Gomez, peut-être qu'il donnera une explication. Parce que je sais pas, moi je suis à la place de Mendoza et les deux Pecno, l'une des premières questions que je poserais c'est, au fait, il est où Gomez? Vous étiez ensemble, tout le temps fourrés ensemble dans la première saison, où est-ce qu'il est passé ce type-là? Donc j'espère qu'on aura ne serait-ce qu'un mot là-dessus, ce serait cool. Ouais, mais j'espère surtout qu'il réapparaîtra parce que je trouve qu'ils sont plus intéressants en duo ces deux-là. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Et sinon, ouais, ça me fait redire que c'est clairement pas fait pour un public qui découvrirait la série à partir de la saison 2. Ce que je veux dire, j'ai découvert la saison 1, je connais la saison 1 maintenant, donc ça me parle bien, cette réapparition de personnages. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui a juste découvert cette série à partir de la saison 2, il voit arriver ce personnage, il voit nos trois héros, enfin nos héros, Mendoza et les deux autres pecnos qui disent oh, Gaspard. Et il se dit c'est qui Gaspard? Vous voyez, c'est le genre de truc qui a pas du tout autant de poids, qui risque même de vous perdre un petit peu si vous n'avez pas suivi la première saison. Enfin bref, pendant qu'ils sont emmenés, nos trois enfants essayent de viser un plan, parce que voilà, maintenant ils sont tout seuls dans un coin assez hostile. Et la première chose qui leur vient en tête, Ambrosius va venir les aider. Seulement voilà, il y a un truc que j'ai pas très bien compris par rapport à ça, c'est que Tao dit oui mais la boussole d'Ambrosius ne fonctionnera pas parce que le grand Condor est submergé. Hein? L'eau, ça dérègle les capteurs d'une boussole? Alors n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou pas, j'avoue que je connais pas le principe, mais je sais pas, c'est pas n'importe quelle boussole, en plus c'est une boussole à oricalque, donc c'est... Ben, j'en sais rien, alors n'hésitez vraiment pas à me reprendre parce que j'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait un temps peu mentionné que la boussole marche pas si l'objet est sous l'eau. À aucun moment donné, j'ai souvenir qu'Ambrosius s'est dit ouais cette boussole est super, mais faut faire attention à ce que ce ne soit pas englouti sous l'eau, sinon ça va pas. Il y a Esteban qui dit quand même, mais il nous retrouvera quand même parce que si notre grand Condor a été attiré dans le coin, c'est parce qu'il y a une ruine mue qui sera forcément en oricalque maintenant, parce que tout est en oricalque. Voilà, les cités d'or sont en oricalque, tout est en oricalque maintenant. L'or, c'est surfait, hein, c'est surfait. Donc, ouais, il y aura forcément ce truc en oricalque, donc Ambrosius sera attiré par ça de quoi qu'il arrive. Et donc voilà, ils se disent que ça va marcher, mais Ambrosius, en arrivant donc au Japon et en étant attiré par le fameux objet, la fameuse relique mue qu'on découvrira dans l'épisode suivant, a un petit problème de moteur, comme ça. Alors, je saurais pas dire d'où ça vient exactement. On parle de volcan qui crache de la fumée. Peut-être, ils sont pas super clairs là-dessus, mais voilà, tout d'un coup, il y a un de ces moteurs qui est déréglé, qui marche plus très bien, et qui finit par éclater. Donc, sa nef finit par s'écraser au sol, et ça se passe mal pour lui. Et je sais pas, peut-être que j'ai cligné des yeux à un mauvais moment, mais j'ai l'impression que ça sort complètement de nulle part. Tiens, tout d'un coup, il y a son moteur qui marche pas. Pourquoi? Parce que besoin du scénario. J'ai peut-être dû cligner de l'œil, hein. N'hésitez pas à me le dire là aussi. Ainsi donc, nos enfants tombent sur la relique de Mu, une boule qui est à la vue de tous en plein air.
C'est dingue que personne ne l'ait trouvé jusqu'à présent, et alors qu'ils commencent un peu à la toucher, ils sont attaqués par une personne un peu mystérieuse qui serait le gardien de cet objet, semble-t-il. On l'a vu à quelques reprises au fil de l'épisode, ce type-là. Et suspense! Voilà, fin suspense, cliffhanger comme on les aime dans cette série. C'était correct, pas mal du tout, hein, vraiment. Il y avait pas mal de choses qui m'ont plu, pas mal d'améliorations par rapport au fait que le peuple du coin n'est pas toujours accueillant, par rapport au fait qu'on a une dynamique légèrement nouvelle, étant donné qu'on a des aspirations un peu différentes pour nos personnages suite à la fin de la saison précédente. Il y avait pas mal de moments assez intéressants lorsque les enfants doivent échapper un petit peu à l'oppression du coin, lorsque Mendoza essaye de les blouser un petit peu, et la révélation de Gaspard, même si je serais vraiment pas contre qu'on donne une explication plus poussée que ce qu'on a donné, était cool sur le coup. Gaspard est un personnage que j'apprécie et s'il est bien géré, ça peut être cool d'avoir cette tête familière en plus dans la saison 3. Après, si c'est bien géré, hein, on verra bien par la suite. Il y avait pas mal de moments suffisamment bons pour que ce soit un épisode qui vaut le coup et ça introduit tout à fait correctement l'endroit. On verra un peu ce que ça donne par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!